Le document de licenciement heurta le bureau en acajou dans un bruit sourd étouffant. Vous êtes une infirmière indésirable, Foster. Le docteur Sterling ricana en regardant sa Rolex, comme si la carrière de la jeune femme n'était qu'une perte de temps précieux. Faites vos valises, vous êtes virée. Abigail Foster ne supplia pas. Elle ne pleura pas. Elle se contenta d'acquiescer, le visage impassible, et se retourna pour partir. Mais elle n'avait même pas atteint l'ascenseur que les fenêtres de l'hôpital se mirent à vibrer. Les tasses à café tremblaient sur le comptoir du poste des infirmières. Le rugissement était assourdissant, couvrant le chaos des urgences. Dehors, une ombre engloutissait le bâtiment. Ce n'était pas une tempête. C'était un hélicoptère Black Hawk et le pilote n'avait qu'une seule exigence. Où est l'infirmière? Le centre médical St. Jude de Seattle était un endroit où l'argent parlait souvent plus fort que les signes vitaux. C'était une forteresse étincelante de verre et d'acier, réputée pour sa clientèle célèbre et les prix exorbitants de ses suites privées. Au 4e étage, l'air sentait les fleurs coûteuses et la cire pour parquet, mais en bas, dans la salle des urgences, l'air sentait l'alcool à friction, la peur et le sang séché. C'était le monde d'Abigail Abby Fosters. Abby avait 34 ans, des yeux bleus fatigués qui en avaient trop vu et des mains qui ne tremblaient jamais. Pour les nouveaux résidents, elle n'était qu'une infirmière discrète qui prenait les gardes de nuit dont personne ne voulait. Elle portait sa blouse comme une armure, ses cheveux tirés en arrière en un chignon sévère et sans fioriture. Elle ne colportait jamais de ragots, ne se plaignait jamais des heures supplémentaires et ne se joignait jamais au personnel pour prendre un verre après une longue garde. Elle était un fantôme dans la machine de Saint-Jude. Efficace, invisible. Le traumatisme est réglé, dit Abby en retirant ses gants et en les jetant dans la poubelle pour déchets biologiques. Sa voix était rauque, résultat d'une garde de 12 heures qui s'était transformée en 16 heures. Merci, Abby, dit le docteur Rickman en essuyant la sueur de son front. Il était l'un des rares médecins à traiter les infirmières avec un respect sincère. Rentrez chez vous. Sérieusement, vous semblez sur le point de vous effondrer. Je dois encore examiner le patient de la salle 4, dit Abby en prenant un nouveau bloc-notes. L'inconnu. Rickman soupira. L'administration nous met de la pression au sujet du roulement des lits. S'il est stable, nous devons le transférer à l'hôpital du comté. Nous avons besoin de ce lit. Il n'est pas assez stable pour être transporté, dit Abby d'un ton neutre, mais ne laissant aucune place à la discussion. Sa tension artérielle fluctue. Je ne le déplacerai pas avant qu'il ne se réveille. Rickman leva les mains en signe de capitulation. Très bien, mais si Sterling vient ici et voit un sans-abri occuper une salle de traumatologie pendant l'heure de pointe du matin, c'est toi qui vas payer. C'est généralement le cas, murmura-t-elle. Abby se dirigea vers la salle 4. Le patient était un homme âgé, buriné et maigre, avec une peau semblable à du papier parchemin. Il avait été retrouvé inconscient sous un pont, souffrant d'une pneumonie grave et de malnutrition. Pas de papier d'identité, pas de téléphone, juste une veste militaire délavée et sale serrée dans sa main. Lorsque les ambulanciers l'avaient amené, l'infirmière de triage avait levé les yeux au ciel. Encore un habitué, avait-elle murmuré. Mais Abby avait vu autre chose. Elle avait vu la main de l'homme se porter instinctivement à son cou, à la recherche de plaques d'identité qui n'étaient pas là. Elle avait vu les cicatrices d'éclats d'obus sur son épaule lorsqu'elle avait découpé sa chemise. Elle ajusta sa perfusion et lissa la couverture sur sa poitrine. « Vous êtes en sécurité ici, murmura-t-elle, une habitude qu'elle ne pouvait pas perdre. Reposez-vous. » La tranquillité du moment fut brisée par le crissement des portes coulissantes en verre. « Bougez, bougez !» hurla une voix. Une foule d'ambulanciers et d'agents de sécurité fit éruption dans la salle des urgences, encadrant un brancard sur lequel était allongé un jeune homme en costume de marque qui hurlait de douleur. « Ma jambe! Vous savez qui est mon père? Ma jambe est cassée! » Derrière le brancard se tenait le docteur Preston Sterling, le directeur de l'hôpital. Sterling était un homme qui semblait tout droit sorti d'une salle de réunion. Des cheveux impeccables, un costume coûteux sous sa blouse blanche et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux de requin. « Libérez immédiatement une salle de traumatologie, » ordonna Sterling en claquant des doigts à l'intention du personnel infirmier. « C'est le fils de monsieur. Harrington, je veux le meilleur équipement et le meilleur personnel, tout de suite. » Les urgences étaient pleines. Toutes les salles étaient occupées.
Le regard de Sterling balaya la pièce et s'arrêta sur la salle 4. Il vit les vêtements sales dans le sac sous les cheveux ébouriffés du patient et l'absence de membres de la famille à proximité. Foster Sterling aboya. Abby sortit de derrière le rideau. « Oui, Dr. Sterling, déplacez ce patient. » Il fit un geste dédaigneux vers le vieil homme. « Mettez-le dans le couloir ou dans la salle d'attente. Nous avons besoin de cette salle pour M. Harrington. » Abby sentit un nœud froid se former dans son estomac. « Le patient de la salle 4 est dans un état critique, monsieur. Il souffre d'une pneumonie grave et d'arythmie cardiaque. Il a besoin d'une surveillance continue. » Sterling ricana, s'approchant d'elle et la dominant de toute sa hauteur. « C'est un vagabond, Foster. Il accapare les ressources. M. Harrington est un donateur platine de cet hôpital. Son fils a une fracture ouverte. Il souffre. Maintenant, déplacez ce sans-abri. » Le service des urgences devint silencieux. Le docteur Rickman baissa les yeux vers son dossier, terrifié à l'idée d'intervenir. Les autres infirmières retinrent leur souffle. Tout le monde savait qu'il ne fallait pas dire non à Preston Sterling. Il avait licencié 3 infirmières le mois dernier juste pour réduire les coûts et obtenir sa prime trimestrielle. Abby n'a pas bronché. Elle s'est placée entre Sterling et le patient, changeant légèrement de posture, les pieds écartés à la largeur des épaules, le menton levé. C'était un changement subtil, mais pour un œil averti, c'était une posture de combat. « Non, » a dit Abby. Sterling a cligné des yeux, le visage rouge de colère. « Excusez-moi, le fils de M. Harrington a une jambe cassée. C'est douloureux, mais cela ne met pas sa vie en danger. Il peut attendre ou être soigné dans une chambre standard. » Abby parla d'une voix calme et claire qui résonna dans le silence des urgences. Le patient de la salle 4 est en détresse respiratoire. Le déplacer dans le couloir pourrait le tuer. Je ne trahirai pas mon serment pour un chèque de don. Le silence qui suivit était si lourd qu'il aurait pu briser des os. Sterling serra les mâchoires pendant un moment. Il se pencha vers elle et lui murmura d'une voix venimeuse. « Tu te prends pour une héroïne, Foster. Tu n'es qu'une simple aide-soignante. C'est moi qui dirige cet hôpital. C'est moi qui décide qui est important et qui ne l'est pas. Tous les patients sont importants, » répondit Abby. « Dégage, siffla Sterling en tendant la main vers le rideau. Abby lui attrapa le poignet. C'était un réflexe, rapide et ferme. Elle ne serra pas, elle le maintint simplement là pendant une fraction de seconde, empêchant sa main d'exposer sa patiente. « Ne touchez pas à ma patiente, » dit-elle. Sterling retira son bras d'un coup sec et recula d'un pas. Il regarda son poignet, puis elle, les yeux écarquillés d'incrédulité et de rage. « Sécurité !» hurla Sterling. « Escortez M. Harrington aux urgences aussi. Virez ce cas à tes mains d'ici. » Il se retourna vers Abby, redressa sa blouse et dit « Et vous venez dans mon bureau immédiatement. » Abby regarda le vieil homme dans le lit. Il dormait toujours. Sa respiration était sifflante mais régulière. Elle vérifia le moniteur une dernière fois. « Surveillez-le, » dit-elle au docteur Rickman, les yeux rivés sur lui. « Ne les laissez pas le déplacer. » Rickman acquiesça, l'air pâle. « Je vais essayer, Abby. » Elle se retourna et suivit le directeur vers les ascenseurs. Le trajet ressemblait à un cortège funèbre. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage se déroula en silence. Le docteur Sterling regardait droit devant lui, son reflet dans les portes en acier poli laissant apparaître une veine palpitante sur sa tempe. Abby se tenait au garde-à-vous, les mains jointes derrière le dos, fixant les numéros des étages qui défilaient. 4e étage, cardiologie. 5e étage, oncologie. 6e étage, administration. Les portes s'ouvrirent sur un hall d'accueil luxueux qui ressemblait davantage au lobby d'un hôtel 5 étoiles qu'à celui d'un hôpital. Sterling passa devant sa secrétaire terrifiée et ouvrit la porte de son bureau. « Asseyez-vous », ordonna-t-il en désignant un fauteuil bas en cuir. Abby resta debout. « Je préfère rester debout, monsieur. » Sterling contourna son imposant bureau en chêne, s'assit et ouvrit un tiroir pour en sortir un formulaire préimprimé. Il cliqua sur son stylo hors de prix, dont le bruit résonna comme un coup de feu dans la pièce. Insubordination. Sterling commença à écrire ce mot à grands coups de stylo. Agression physique sur un supérieur, négligence grave, refus d'obéir à des ordres directs. Il leva les yeux, un sourire cruel aux lèvres. « Vous savez, Foster, je ne vous ai jamais aimé. Vous vous promenez ici comme si vous étiez le propriétaire des lieux. Vous n'avez aucune ambition. Vous êtes infirmière aux urgences depuis 5 ans
et vous avez refusé toutes les promotions à des postes de direction. Je me suis toujours demandé pourquoi. Maintenant, je sais. Vous êtes simplement têtu et stupide. Je me soucie des soins aux patients, Dr. Sterling. Pas de la politique, dit Abby calmement. Ce n'est pas de la politique, Sterling frappa du poing sur le bureau. Ce sont les affaires. Ce garçon en bas, son père finance la nouvelle LDRM. Ce sans-abri nous coûte des milliers de dollars par jour en soins non rémunérés. Vous avez mis en péril une relation de plusieurs millions de dollars pour un inconnu. C'est un être humain, dit Abby. Et d'après ses blessures, c'est un ancien combattant. Je me fiche qu'il soit le président des États-Unis, cracha Sterling. Il ne paye pas. Vous êtes renvoyé avec effet immédiat. Je vais vous dénoncer au Conseil des infirmières. Tu ne retravailleras plus jamais dans cet état. Tu auras de la chance si tu trouves un emploi de nettoyeur de toilettes dans une station-service. Il signa le document d'un geste théâtral et le fit glisser sur le bureau. Signe. C'est un aveu de culpabilité. Si tu signes, je ne porterai pas plainte pour agression pour m'avoir saisi le poignet. Abby regarda le document. Licenciement pour motif valable. C'était une condamnation à mort pour sa carrière. Elle fouilla dans sa poche et en sortit son badge d'identification. Elle le posa délicatement sur le bureau, juste au-dessus de la lettre de licenciement. « Je ne signerai pas ça, dit-elle doucement. Et vous ne porterez pas plainte, car les caméras de sécurité des urgences montreront que j'ai agi pour défendre un patient dans un état critique. » Sterling éclata d'un rire sec et sans humour. « Les caméras? Qui contrôle les images, Foster? » « Les caméras montreront ce que je veux qu'elles montrent. » Abby le fixa du regard. Elle comprit alors qu'il était inutile de se battre. Pas d'ici, pas dans son domaine. Le système était truqué et des hommes comme Sterling détenaient toutes les clés. « C'est tout, monsieur? » demanda-t-elle. « Sortez. » Sterling fit un geste de la main. « La sécurité vous accompagnera à votre casier pour récupérer vos affaires. Si vous n'avez pas quitté les lieux dans 20 minutes, j'appellerai la police pour intrusion. » Intrusion. Abby se retourna brusquement. Elle ne claqua pas la porte, elle la ferma doucement. Alors qu'elle retournait vers l'ascenseur, l'adrénaline commença à s'estomper, remplacée par un poids écrasant. Ce travail était sa vie. Après le service, après tout ce qu'elle avait fait et vu dans le désert, les urgences étaient le seul endroit qui avait du sens. Le chaos apaisait le bruit dans sa tête. Sauver des vies était sa pénitence. Maintenant, tout cela avait disparu. Elle arriva au vestiaire au sous-sol. Il était vide. Elle ouvrit son casier, révélant un petit espace bien rangé, une tenue de chirurgien de rechange, un stéthoscope, une photo encadrée de son ancienne unité, avec les visages d'hommes et de femmes qui avaient pour la plupart disparu aujourd'hui, et, cachée au fond, une petite pièce en argent avec un insigne en forme de trident. Elle passa son pouce sur la pièce. Le seul jour facile était hier. « Je suppose qu'aujourd'hui est un jour difficile, » murmura-t-elle. Elle prépara son sac avec efficacité. Elle retira sa blouse et enfila un jean et un simple t-shirt gris. Elle se sentait exposée sans son uniforme. Juste une civile parmi d'autres, juste une femme sans emploi parmi d'autres à Seattle. Alors qu'elle fermait son sac, son téléphone vibra. C'était un SMS de Rickman. « Rickman, je suis désolé, Abby. » Il a déplacé le vieil homme, l'a mis dans le couloir près des distributeurs automatiques. J'ai essayé de l'en empêcher. Abby serra son téléphone si fort que ses jointures blanchirent. Il l'avait fait quand même, par pure méchanceté. Elle passa son sac sur son épaule et sortit. Elle devait passer par la salle d'attente des urgences pour sortir. Elle ne pouvait pas partir sans vérifier. Elle vit le brancard près des distributeurs automatiques, poussé contre le mur. Le vieil homme était là, petit et gris sous la fine couverture de l'hôpital. L'agitation de la salle d'attente tournait autour de lui. Les gens toussaient, les enfants pleuraient, les téléphones sonnaient. Il était seul dans le bruit. Abby s'approcha, ignorant le gardien de sécurité qui commençait à s'avancer vers elle. Elle s'agenouilla à côté du brancard. « Je suis désolée, murmura-t-elle. J'ai essayé. » Le vieil homme ouvrit les yeux. Ils étaient laiteux à cause de la cataracte, mais pendant une seconde, ils se fixèrent sur elle. Il tendit une main tremblante et lui saisit le poignet. Sa peau était brûlante. « Echo » murmura-t-il d'une voix rauque. « Echo 1. » Abby se figea. « Echo 1 » répéta-t-elle. « Elsie a de la fièvre. » Le vieil homme haletait, mais sa poigne était étonnamment forte. « Va chercher l'oiseau. » Ce n'était pas seulement un sans-abri. Il hallucinait, prisonnier d'un souvenir, mais le vocabulaire.
Echo 1, LZ. Avant qu'elle n'ait pu poser d'autres questions, le gardien de sécurité l'attrapa par l'épaule. Madame, vous devez partir. Ce sont les ordres du docteur Sterling. Abby se leva, repoussant la main du gardien. Je pars. Elle sortit par les portes automatiques et se retrouva sous la pluie fraîche de Seattle. Le ciel gris reflétait son humeur. Elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus situé à l'extrémité du campus de l'hôpital et s'assit sur le banc mouillé. Elle posa sa tête entre ses mains. 5 années de service, perdues. Elle resta assise là pendant 10 minutes, regardant la pluie former des rigoles sur le trottoir. Elle se demandait comment elle allait payer son loyer, se demandait si elle ne devrait pas simplement faire ses valises et déménager dans une cabane dans le Montana, comme elle en avait toujours rêvé. C'est alors qu'elle l'entendit. Au début, c'était un faible grondement, comme un battement de cœur dans le ciel. Puis cela s'est transformé en un bruit rythmique qui faisait vibrer sa poitrine. Abby leva les yeux. 2 hélicoptères survolaient la ville à basse altitude, traversant la pluie et le brouillard. Ce n'étaient pas les hélicoptères rouges et blancs qui transportaient habituellement les blessés à Saint-Jude. C'étaient des MH-60 Black Hawks sombres, gris, élégants et menaçants. Ils volaient rapidement, virant brusquement autour des gratte-ciels. Ils ne se dirigeaient pas vers la base navale. Ils se dirigeaient directement vers l'hôpital. Les gens dans la rue s'arrêtaient pour regarder. Les voitures ralentissaient. Le rugissement devenait assourdissant. Abby se leva lentement. Elle connaissait ce bruit. Elle connaissait ce profil. L'hélicoptère de tête ne tournait pas en rond pour une approche standard. Il arrivait de manière agressive, planant juste au-dessus du toit de l'hôpital. Le second s'éloigna, tournant autour du bâtiment comme un prédateur protégeant sa proie. Son téléphone vibra à nouveau. Rickman. Rickman, Abby, tu dois revenir maintenant. Abby, je ne peux pas. J'ai été licencié. Rickman, non. Vous ne comprenez pas. La police militaire vient de défoncer les portes des urgences. Ils ont des fusils et un hélicoptère vient d'atterrir sur le toit sans autorisation. Le pilote réclame l'infirmière en chef. Abby fixa son téléphone. Elle leva les yeux vers le Black Hawk qui tournait en rond. Puis un deuxième SMS arriva. Rickman, il ne demande plus l'infirmière en chef. Il demande le lieutenant-commandant Foster. Abby, qui êtes-vous? C'est toi? Abby laissa tomber son sac sur le banc. La pluie avait trempé son T-shirt qui collait à sa peau. Sur son biceps droit, habituellement couvert par sa blouse, un tatouage était désormais visible à travers le tissu mouillé, un dessin simpliste représentant un caduceus entrelacé non pas avec des serpents, mais avec un trident. Elle se retourna et se mit à courir vers l'hôpital. La scène à l'intérieur du hall principal du centre médical Saint-Jude était un chaos total contrôlé. Le docteur Preston Sterling se tenait au centre de l'atrium poli, le visage déformé par une rage violette. Il avait l'habitude d'être l'homme le plus puissant dans n'importe quelle pièce, mais il était maintenant ignoré par 20 hommes en tenue tactique complète. « J'exige de parler à votre commandant !» hurla Sterling en pointant du doigt un marine au visage impassible qui gardait les ascenseurs. « C'est une propriété privée. Vous ne pouvez pas simplement faire atterrir un avion militaire sur mon toit et prendre d'assaut mon hôpital avec des fusils d'assaut. Je vais demander vos badges. Je vais poursuivre le ministère de la Défense en justice. » Le Marine ne s'y a même pas. Il fixait Sterling comme si le directeur de l'hôpital était fait de verre. Évacuer la zone civile. Une voix grésilla dans la radio. Équipe Bravo, sécurisez le 4e étage. Équipe Alpha, localisez la personne de grande importance. Son état est critique. Qui est responsable ici? Hurla à nouveau Sterling en attrapant le bras d'un soldat qui passait. Le soldat se retourna, non pas avec violence, mais avec une rapidité et une précision qui firent reculer Sterling. Le soldat était un capitaine, son uniforme impeccable malgré le gilet tactique. « Reculez, monsieur », ordonna le capitaine, dont le badge indiquait Briggs. « Nous menons une opération de sauvetage pour retrouver un officier supérieur disparu. Toute ingérence sera considérée comme un délit fédéral. »« Un officier disparu, » bredouilla Sterling. « Nous n'avons pas d'officier ici. Nous avons le fils d'un milliardaire avec une jambe cassée et une salle d'attente pleine de cas de grippe. Nous avons suivi son transpondeur jusqu'à cet endroit, dit le capitaine Briggs en vérifiant un GPS fixé à son poignet. Le signal est stationnaire. Salle d'urgence B4. Sterling se figea. Le sang se retira de son visage.
le laissant pâle et en sueur. B4, le sans-abri, le vagabond qu'il avait ordonné de jeter dans le couloir. C'est impossible, balbutia Sterling. Cet homme est un clochard, un inconnu. Il a été trouvé sous un pont. Cet homme, retentit une voix grave depuis les portes automatiques, est l'amiral Thomas Blackwood, ancien président du comité des chefs d'état-major. Et s'il meurt à cause de votre incompétence, je veillerai personnellement à ce que cet hôpital soit démantelé brique par brique. Sterling se retourna. Traversant les portes trempées par la pluie, se trouvait un homme portant les étoiles d'un général. Derrière lui, flanqué de 2 policiers militaires, se trouvait Abigail Foster. Elle avait l'air différente. Ses cheveux étaient mouillés, collés à son crâne, et ses vêtements civils étaient trempés. Mais sa posture avait changé. La posture affaissée de l'infirmière surmenée et sous-estimée avait disparu. Elle se tenait debout, le dos droit, avec son fils. Le menton relevé, elle balayait la pièce du regard avec une conscience tactique que Sterling n'avait jamais vue chez elle. Sterling pointa un doigt tremblant vers elle. « Vous êtes en infraction. J'ai renvoyé ces gardes du corps. Faites-la sortir d'ici. » Le général Holloway ignora complètement Sterling. Il se tourna vers Abby. « Lieutenant commandant, » dit Holloway en lui faisant un signe de tête. « Ça fait longtemps. » Abby ne salua pas. Elle était en tenue civile, mais elle acquiesça vivement. « Général, quel est l'état de l'amiral? » Ses signes vitaux s'effondrent. « Notre médecin de vol est à 5 minutes dans le 2e hélicoptère. Nous avons besoin de vous pour le stabiliser avant son extraction. Il souffre d'une pneumonie grave et probablement d'une septicémie, » dit Abby d'une voix claire et autoritaire. Je soupçonnais un problème cardiaque avant d'être évacué de la salle. Il a besoin d'une voie centrale et d'antibiotiques à large spectre immédiat, ainsi que de pression pour maintenir sa tension. « Faites-le, » ordonna Holloway. « Attendez 1 minute. » Sterling s'interposa entre eux, son ego prenant le pas sur son instinct de survie. Elle n'est pas médecin. C'est une infirmière licenciée. Elle n'a plus aucun privilège dans cet hôpital. Si elle touche un patient, je poursuivrai tout le monde ici pour faute professionnelle. Abby s'avança. Elle envahit l'espace personnel de Sterling, ses yeux bleus glaciales. « Dr. Sterling, » dit-elle d'une voix basse et menaçante. « L'amiral Blackwood est un Navy SEAL. Il a survécu à 3 missions au Vietnam, 2 dans le Golfe et à des opérations secrètes dont vous ignorez même l'existence. Il a un éclat d'obus dans la poitrine depuis 20 ans. Si vous l'avez déplacé, ce que je sais que vous avez fait, vous avez probablement déplacé ce fragment. Il est probablement en train d'entailler son péricarde en ce moment même. » Sterling ouvrit et ferma la bouche comme un poisson. « Comment savez-vous cela? »« Parce que c'est moi qui l'ai soigné à Fallujah quand cela s'est produit la 2e fois, » répondit Abby. « Maintenant, laissez-moi passer. » Abby se mit à courir vers les portes des urgences. Le capitaine Briggs et son équipe se placèrent derrière elle, formant un bouclier protecteur. Ils firent irruption dans la salle des urgences. La scène était chaotique. Les patients pleuraient. Les infirmières étaient regroupées derrière le poste de soins. Et le docteur Rickman se tenait près des distributeurs automatiques, l'air terrifié. Le brancard était là où il l'avait laissé. L'amiral Blackwood était gris, les lèvres bleues. Il haletait, un terrible râle sortant de sa poitrine. « Rickman !» cria Abby en claquant des doigts. « Le chariot d'urgence, tout de suite !» Le docteur Rickman se précipita. Abby atteignit le brancard. Elle n'attendit pas les instruments. Elle arracha la fine couverture de l'hôpital. Elle colla son oreille contre la poitrine de l'amiral. « Bruit cardiaque étouffé, » annonça-t-elle. « Veine du cou distendue, hypertension. C'est un tamponnard. » Le shrapnel bougeait. « Il faut l'opérer » cria Rickman en faisant glisser le chariot d'urgence. La salle de traumatologie 1 est toujours occupée par le jeune Harrington. Abby regarda les rideaux fermés de la salle de traumatologie 1. Plus maintenant. Elle se dirigea vers le rideau et le tira. Le jeune Monsieur Harrington était allongé sur le lit, scrollant sur son téléphone tandis que 2 infirmières regonflèrent ses oreillers. Sa jambe cassée était surélevée. « Levez-vous » ordonna Abby. « Excusez-moi » ricana le garçon. « Mon père est le propriétaire de ce Captain Briggs. » Abby aboya sans se retourner. « Maman, libérez cette salle. J'ai un homme mourant. » 2 marines s'avancèrent, soulevèrent le brancard avec le garçon Harrington, qui hurlait dessus et le transportèrent dans le couloir. « Faites entrer l'amiral » cria Abby. Ils roulèrent le vieil homme dans la salle de traumatologie.
Les moniteurs furent immédiatement branchés. Les alarmes se mirent à retentir. Bip, bip, bip. Une alerte de ligne plate. Il fait un arrêt cardiaque, cria Rickman. Pas pour, oh, rien. Oui, avoir, pas de peau. Commencez les compressions, ordonna Abby. 1 milligramme d'épinéphrine. Elle regarda le général qui se tenait au pied du lit. Je dois ouvrir sa poitrine, dit Abby. Une thoracotomie clamshell. Nous devons soulager la pression et clamper le saignement avant que le médecin de bord n'arrive, sinon il va mourir. Sterling était entré dans la pièce en haletant. Vous ne pouvez pas faire de thoracotomie. Tu es infirmière, cela nécessite un chirurgien certifié. Abby regarda Rickman. Docteur, allez-vous le faire? Rickman regarda ses mains tremblantes. Il était médecin urgentiste, pas chirurgien traumatologue. Il en avait peut-être pratiqué 2 dans sa vie, et les 2 patients étaient morts. Il regarda l'amiral mourant. Il regarda les mains fermes d'Abby. « Je ne peux pas, » murmura Rickman. « Je vais le tuer. » Abby saisit un scalpel sur le plateau. Elle regarda Sterling. « Alors enregistrez ça pour le procès, dit-elle. » Elle posa la lame sur la poitrine de l'amiral. Le silence dans la salle de traumatologie, était absolu, seulement rompu par le sifflement rythmique du ventilateur et les bips chaotiques du moniteur cardiaque. Abby n'hésita pas. Le scalpel bougeait avec une fluidité qui trahissait des années de mémoire musculaire. Ce n'était pas l'hésitation d'une infirmière civile. C'était l'efficacité brutale de la médecine de guerre. Elle pratiqua l'incision sur la poitrine, ignorant les éclaboussures de sang qui maculaient son t-shirt gris. « Écarteur », ordonna-t-elle. Le docteur Rickman, sortant de son état de choc, saisit les instruments. Il inséra les écarteurs et ouvrit la poitrine. « Bon sang », souffla Rickman, « c'est un vrai désastre là-dedans. » Le sac péricardique, la membrane qui entoure le cœur, était gonflé et violet, rempli de sang. Le cœur ne pouvait pas battre car il était étranglé par le liquide. « Le péricarde est tendu », expliqua Abby à la salle d'opération d'une voix dénuée d'émotion. « Je coupe le sac », dit-elle en pratiquant une petite incision. Du sang noir jaillit, soulageant instantanément la pression. Sous le sac, le cœur battit faiblement, puis une nouvelle fois. « Nous avons un rythme », dit Rickman en regardant le moniteur. La tension artérielle augmente. 60 sur 40, 70 sur 50. Trouvez la source du saignement, murmura Abby, les mains enfoncées dans la cavité thoracique. Aspiration, une infirmière, qui auparavant avait trop peur pour regarder Sterling, bondit en avant avec le tuyau d'aspiration. Elle dégagea le champ. Là, dit Abby, ventricule droit, petite lacération. Le vieux fragment d'éclat debout est coincé juste contre l'artère coronaire. Vous ne pouvez pas recoudre ça, dit Rickman en transpirant. Si vous entaillez l'artère, il fera un AVC sur la table. Nous avons besoin d'un spécialiste en chirurgie cardiaque. Pas le temps, dit Abby. General Holloway, à quelle distance se trouve le médecin de bord? À 3 minutes, répondit le général depuis l'embrasure de la porte. Il observait Abby avec un regard mêlé de fierté intense et d'anxiété. Il ne tiendra pas 3 minutes, dit Abby. J'y vais. Suture Proline 40T, pince à suture Castro. Elle tendit la main. L'infirmière lui plaqua la pince à suture dans la paume. Sterling observait depuis le coin, le visage pâle. Il était témoin de quelque chose d'impossible. L'infirmière discrète, qu'il avait harcelée pendant 5 ans, pratiquait une opération à cœur ouvert avec l'habileté d'un chef de service. « Vous allez le tuer », murmura Sterling, bien que sa voix n'ait pas son venin habituel. Cela ressemblait davantage à une prière. « Vous allez le tuer et détruire cet hôpital. » Abby l'ignora. Son monde s'était réduit à 1 millimètre de tissu. Elle pouvait sentir le fantôme de la tempête de sable en Irak, la chaleur de la tente où elle avait déjà fait cela sous les tirs, une lampe de poche entre les dents. Calme, elle fit une boucle avec la suture. 1 point. Le cœur battait contre ses doigts, une cible glissante et mouvante. Calme. 2 points. Elle fit le nœud. Le saignement ralentit. Encore une, murmura-t-elle. Elle fit le dernier point. Le saignement s'arrêta. Le cœur, qui n'était plus comprimé et ne fuyait plus, se mit à battre plus fort. Tension artérielle 10 sur 70. Rickman annonça d'une voix cassée par le soulagement. Rythme sinusal, il est stable. Abby expira longuement, en tremblant. Elle recula, levant ses mains ensanglantées. Tamponnez. Ne refermez pas encore la poitrine. Le médecin de bord voudra inspecter la réparation.
La salle s'agita soudainement. Les infirmières commencèrent à nettoyer le patient et à accrocher de nouvelles poches de sang. Abby se dirigea vers l'évier dans le coin. Elle ouvrit le robinet et regarda le sang. Le sang de l'amiral s'écoulait dans le siphon. Ses mains se mirent à trembler, l'adrénaline retombant. « Lieutenant-commandant » dit une voix derrière elle. Elle se retourna. C'était le général R. Holloway. « Bon travail, Abby, dit-il doucement. « Je ne suis plus commandant, général, dit-elle en attrapant une serviette en papier. Je suis civil. Je viens de pratiquer une opération sans licence. Je suis presque sûr que je vais aller en prison. Vous avez agi en vertu des lois du bon samaritain dans une situation d'urgence catastrophique, dit Holloway. De plus, vous avez été réactivé. Abby fronça les sourcils. Réactivé. Holloway sortit un papier plié de sa poche. J'ai signé ceci dans l'hélicoptère pendant le trajet. À compter de 8 heures ce matin, vous êtes rétroactivement remise en service actif pour la durée de cette opération. Vous suiviez les ordres. Il sourit d'un air sinistre. Que le docteur Sterling essaie de poursuivre la marine américaine en justice. En parlant de Sterling, le directeur de l'hôpital essayait actuellement de se faufiler par la porte arrière de la salle de traumatologie. Sécurisez-le, aboya Holloway. 2 policiers militaires bloquèrent la porte. Sterling heurta leur poitrine et trébucha en arrière. C'est un enlèvement, hurla Sterling. Je suis un civil. J'ai des droits. Nous ne vous arrêtons pas, docteur, dit Holloway en s'approchant. Nous vous détenons simplement jusqu'à l'arrivée de la police locale. Vous voyez, lorsque nous avons vérifié les antécédents de l'amiral pour confirmer son identité, nous avons découvert quelque chose d'intéressant. Ses chèques de pension ont été encaissés, mais son compte bancaire n'a pas été touché depuis 6 mois. Abby s'avança. Il était sans domicile fixe et vivait sous un pont. Exactement, dit Holloway, les yeux rivés sur Sterling, ce qui signifie que quelqu'un d'autre a accédé à ses comptes. Nous avons ensuite examiné les dossiers de l'hôpital. Saint Jude's facture depuis 3 semaines à l'administration des anciens combattants, les traitements de l'amiral Blackwood, mais celui-ci vient seulement d'arriver aujourd'hui. Le silence se fit dans sa pièce. Une fraude massive à l'assurance fédérale. Le visage de Sterling devint livide. Une erreur administrative. Ce doit être une erreur administrative. Nous avons vérifié vos autres patients indigents et poursuivi Holloway. Il semble que St. Jude's ait l'habitude d'admettre des vétérans sans domicile fixe sur papier, de facturer des millions au gouvernement et de ne jamais les soigner réellement. Des patients fantômes. C'est un crime fédéral, docteur. Et comme cela implique des fonds militaires, c'est presque de la trahison. Sterling s'est effondré contre le mur, les jambes fléchissantes. À ce moment-là, les portes se sont ouvertes. Une équipe d'hommes en combinaison de vol se précipita, l'équipe médicale militaire. Le médecin en chef, un colonel, examina la poitrine ouverte du patient. Il inspecta les sutures sur le cœur. Il leva les yeux vers Rickman. « Beau travail, docteur. Des sutures nettes. » Rickman secoua la tête et désigna Abby. « Pas moi. Elle. » Le colonel regarda Abby. Il vit son T-shirt mouillé, son chignon en bataille, le sang sur ses bras. Puis il vit le tatouage sur son biceps. Il se redressa. « Commandant Foster, l'ange de Ramardy. » Abby grimaça en entendant ce surnom. « Juste Abby, colonel. Peut-on le déplacer? » « Grâce à vous, oui. Nous l'emmenons à Walter Reed. L'hélicoptère est prêt. » Ils commencèrent à transférer l'amiral dans l'unité de transport portable. Alors qu'il le soulevait, l'amiral ouvrit les yeux. L'anesthésie était légère. Il regarda autour de lui avec affolement, pris de panique. « Calmez-vous, amiral, » dit le colonel. Le vieil homme se débattit. « Echo, où est Echo? » Abby entra dans son champ de vision. Elle lui prit la main. « Je suis là, amiral, » dit-elle doucement. Echo en est en poste. Elle disait froid. « Vous rentrez chez vous. » Le vieil homme se concentra sur son visage. Une larme coula de son œil trouble. « Abby, vous êtes revenu. Je ne suis jamais parti, monsieur, » murmura-t-elle. Il serra sa main, puis le sédatif fit enfin effet, et il se détendit. Ils l'emmenèrent. Le bruit de l'hélicoptère sur le toit se transforma en un rugissement. Abby se tenait dans la salle de traumatologie vide. Le sol était recouvert de bandages ensanglantés. Sa carrière à St. Jude était terminée. Sa vie tranquille était terminée. « Alors, dit le général Holloway, debout à côté d'elle, vous vous cachez à Seattle depuis 5 ans, vous nettoyez des sols et vous recevez des ordres d'un homme comme Sterling.
J'avais besoin de calme, général, dit Abby. C'est trop calme pour vous, Abby. Holloway dit, nous avons besoin que vous reveniez. Le Centre médical naval a besoin d'un nouveau directeur pour la formation en traumatologie. Je ne vois personne de plus qualifié que vous. Abby regarda ses mains. Elles étaient fermes. Je vais y réfléchir, dit-elle. Ne réfléchissez pas trop longtemps. L'hélicoptère part dans 10 minutes. Nous avons une place pour vous. Holloway se retourna pour partir, puis s'arrêta. Oh, et Abby, il y a quelqu'un dans le hall qui souhaite vous voir. Il dit s'appeler Monsieur Harrington. Abby fronça les sourcils. Le père du garçon. Oui, il a vu ce que vous avez fait à son fils. Le jeter hors de la salle. Abby soupira. Super, encore un procès. Je n'en serais pas si sûr. Holloway sourit. Abby se dirigea vers la salle d'attente. C'était étrange. Il y a 20 minutes, elle était passée par là en tant qu'employée licenciée et déshonorée. Maintenant, elle passait en tant que femme qui venait de commander une salle remplie d'officiers et de chirurgiens. Le personnel la regardait. Les infirmières chuchotaient. Le gardien de sécurité, qui avait essayé de la mettre dehors, était introuvable. Au centre de la salle d'attente se tenait un homme qui rayonnait de puissance. Il était plus âgé que son fils, avait les cheveux argentés et portait un costume sur mesure qui coûtait plus cher que ce qu'Abby gagnait en un an. C'était Charles Harrington, le magnat milliardaire de la technologie. À côté de lui, son fils était assis dans un fauteuil roulant, l'air maussade et embarrassé. Abby prit une profonde inspiration. Elle n'allait pas s'excuser. Elle avait sauvé sa vie. Si cela lui coûtait un procès, tant pis. Elle s'approcha de Harrington. « Monsieur Harrington, je m'appelle Abigail Foster. Je crois comprendre que vous souhaitiez me voir. » Charles Harrington la dévisagea de la tête aux pieds. Il remarqua son jean taché de sang, son regard intense, son épuisement. « C'est vous qui avez expulsé mon fils de la salle de traumatologie ?» demanda Harrington d'une voix grave et neutre. « Oui, » répondit Abby fermement. « Votre fils souffrait d'une fracture stable. Mon patient était en train de mourir. J'ai pris une décision de triage. Je le referai. » Le fils junior intervint. « Papa, elle a littéralement demandé à des soldats de me porter dehors. C'était humiliant. Tu dois la détruire. » Charles Harrington se tourna lentement vers son fils. Silence. Le garçon ferma instantanément la bouche. Harrington se retourna vers Abby. Un lent sourire se dessina sur son visage. Il lui tendit la main. « Merci, dit-il. » Abby cligna des yeux, perplexe. Elle lui serra la main avec prudence. « Excusez-moi, mon fils, » dit Harrington en désignant le garçon. « Il a été gâté toute sa vie. Il pense que le monde tourne autour de lui à cause de mon chéquier. Le docteur Sterling a alimenté cette illusion, nous traitant comme des rois, alors que nous ne sommes que des gens ordinaires. » Harrington lança un regard noir à la porte fermée du bureau du directeur, où des policiers militaires étaient en train de saisir des ordinateurs. « J'ai regardé les images de vidéosurveillance du couloir, continua Harrington. Je vous ai vu tenir tête à Sterling. Je vous ai vu donner la priorité à un sans-abri plutôt qu'à mon don. Dans mon monde, Madame Foster, l'intégrité est la denrée la plus précieuse qui soit. Et vous en avez à revendre. Je ne faisais que mon travail, dit Abby. Un travail pour lequel vous avez été licencié, fit remarquer Harrington. J'ai entendu Sterling le crier. Oui, a admis Abby. Eh bien, Harrington a sorti une carte de visite de sa poche. Je possède un centre de recherche médicale privé à environ 30 km au nord d'ici. Nous travaillons sur des prothèses avancées pour les anciens combattants. Nous avons besoin d'un médecin-chef qui comprenne les traumatismes des anciens combattants et qui n'ait pas peur de dire aux riches membres du conseil d'administration de se taire et de s'asseoir. Il lui a tendu la carte. Doublez votre salaire, bénéficiez de tous les avantages sociaux et vous ne rendrez de compte qu'à moi. Abby regarda la carte. C'était un ticket gagnant, une issue, un moyen d'aider les vétérans sans la bureaucratie de l'hôpital ni l'intensité de l'armée. Commença Abby. Vous n'avez pas à répondre maintenant, dit Harrington. Prenez soin de votre amiral, mais l'offre tient toujours. Il se tourna vers son fils. Allez, nous allons à l'hôpital du comté pour faire soigner ta jambe. Tu as besoin d'une dose de réalité. Harrington emmena son fils sous le choc. Abby resta seule dans le hall. L'adrénaline quittait enfin son organisme, lui laissant les genoux flageolants. Elle s'assit sur une des chaises en plastique. « Excusez-moi, Madame Foster. » Une jeune infirmière, l'une des nouvelles recrues, se tenait là, une tasse de café à la main. « Je vous ai apporté ça. J'ai vu que vous trembliez. » Abby prit le café. Il était chaud entre ses mains. L'infirmière hésita, puis baissa la voix.
Est-ce vrai, cette histoire de tatouage sur Ramardy? Abby baissa sa manche, couvrant le trident. Elle regarda la jeune infirmière. Même peur et la même fatigue qu'elle avait ressentie 10 ans auparavant. Ce n'est qu'une histoire, dit Abby doucement. Retourne travailler. Ne laisse pas Rickman tuer quelqu'un. L'infirmière sourit et s'enfuit. Abby but son café. Elle sentit une ombre s'abattre sur elle. Elle leva les yeux. Le général Holloway était de retour. Il est temps d'y aller, Abby. L'amiral Blackwood vous demande à nouveau. Il ne laisse pas les infirmières de vol le toucher. Il dit qu'elles ont l'air trop douces. Abby gloussa. C'était un son sec et rouillé. Il avait toujours été un vieux bourricot têtu. Il fait partie de la famille, dit Holloway. On n'abandonne pas sa famille. Tu viens? Abby regarda autour d'elle l'hôpital, l'endroit où elle s'était cachée pendant 5 ans, l'endroit où elle avait essayé d'être invisible. Elle regarda le bureau du directeur où Sterling était emmené menotté par la police, les flashs des appareils photo immortalisant sa ruine. Le karma. Il était arrivé sur des pelles de retour. Elle se leva. Elle jeta la tasse de café vide à la poubelle. Oui, dit Abby, je viens. Elle suivit le général hors des portes automatiques, sous la pluie, vers le Black Hawk qui attendait. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas comme un fantôme. Elle avait l'impression de se réveiller. Alors qu'elle montait dans l'hélicoptère, elle regarda la ville une dernière fois. Les rotors se mirent à tourner, les soulevant dans le ciel gris. Mais l'histoire n'était pas terminée. Pas encore. Car alors que l'hélicoptère se dirigeait vers l'océan, le téléphone d'Abby vibra dans sa poche. C'était un numéro inconnu. Elle l'ignora. Il vibra encore et encore. Elle le sortit et regarda l'écran. Un SMS inconnu. Vous avez fait une scène aujourd'hui, commandant. Vous avez attiré beaucoup d'attention. Nous vous avons cherché. Abby sentit son sang se glacer. Le bruit de l'hélicoptère s'estompa en arrière-plan. Inconnu. L'incident en série. Nous savons ce qui s'est réellement passé. Et maintenant que vous êtes de retour sous les projecteurs, nous venons en finir. Elle fixa son téléphone. L'amiral n'était pas le seul à avoir des fantômes. Abby en avait aussi. Et les siens étaient armés. Elle regarda le général Holloway qui criait quelque chose dans son casque. Il ne savait pas. Personne ne savait pour la Syrie. C'était le seul secret qu'elle avait gardé, même vis-à-vis de la marine. L'ange de Ramardy avait un démon à ses trousses et elle venait de le mener droit vers elle. Le Black Hawk traversa la couche nuageuse, laissant loin derrière lui la ville de Seattle trempée par la pluie. À l'intérieur de la cabine, les vibrations produisaient un bourdonnement constant qui faisait claquer des dents. L'amiral Blackwood était stable. Le médecin de bord surveillait le nouveau rythme cardiaque avec une attention obsessionnelle. Abby était assise, attachée à son siège pliant, en face du général Holloway. Son téléphone lui semblait lourd dans sa poche, comme une pierre qui l'entraînait vers le bas. Le SMS lui brûlait l'esprit. L'incident en Syrie. Nous savons ce qui s'est réellement passé. Pendant 5 ans, Abby s'était dit que la Syrie était enterrée. C'était la raison pour laquelle elle avait refusé des promotions. C'était la raison pour laquelle elle avait laissé un tyran mesquin comme Sterling la malmener. Elle voulait être insignifiante. Elle voulait être insignifiante. Parce que dans son monde, être remarquée signifiait être prise pour cible. Le général Holloway tapota son casque et regarda Abby. Il vit la couleur quitter son visage, non pas à cause de l'opération qu'elle venait de pratiquer, mais à cause d'autre chose. Il lui fit signe de passer sur un canal privé. « On dirait que tu as vu un fantôme, Abby. » La voix de Holloway crépita dans ses écouteurs. « Et je ne parle pas de l'amiral. » Abby regarda le vieil homme endormi. « Général, pourquoi l'amiral était-il sans domicile fixe? Il touche une pension. Il a une famille. Il a une équipe de sécurité. » Le visage de Holloway s'assombrit. Il a disparu il y a 6 mois. Il a commencé à enquêter sur une irrégularité dans le budget de la défense. Des fonds destinés à des opérations secrètes étaient détournés vers des comptes privés. Il m'a dit qu'il était sur le point de trouver la tête du serpent, puis il a disparu. Nous avons pensé qu'il avait eu une attaque et qu'il s'était égaré ou qu'il avait été enlevé. Il n'a pas été enlevé, dit Abby, réalisant l'horreur de la situation. Il se cachait. Elle tira la veste militaire sale et délavée qui recouvrait l'amiral un peu plus tôt. Elle était en boule à ses pieds. Elle commença à fouiller les poches. « Abby, qu'est-ce que tu fais? » Il ne voulait pas lâcher cette veste, dit Abby, ses doigts fouillant frénétiquement la doublure. Aux urgences, même quand il était en train de mourir, il la serrait contre lui.
Il ne cherchait pas ses plaques d'identité, général. Il cherchait ça. Ses doigts effleurèrent une bosse dans l'ourlet inférieur de la veste. Ce n'était pas une couture d'usine. Elle était cousue à la main, grossièrement et à la hâte. Abby prit une paire de ciseaux chirurgicaux dans la trousse médicale et déchira la couture. Une petite carte micro SD noire tomba dans sa paume. Holloway écarquilla les yeux. La preuve. Il jouait le jeu, murmura Abby. Il savait qu'il surveillait ses comptes bancaires. Il savait qu'il surveillait sa maison. Alors il est devenu invisible. Il est devenu un vétéran sans abri, la seule chose que la société ignore complètement. Il s'est caché à la vue de tous. Mais il est tombé malade. Holloway a compris qu'il s'agissait d'une pneumonie et il s'est retrouvé à St. Jude où le docteur Sterling menait une opération frauduleuse. Abby a terminé. Sterling ne faisait pas partie du complot, mais sa cupidité a permis de démasquer l'amiral. Lorsque Sterling l'a enregistré pour facturer l'administration des anciens combattants, il a alerté le système. Les personnes qui traquaient l'amiral l'ont trouvé. Elle a brandi son téléphone pour montrer le SMS à Holloway. Ils savent que je l'ai, général, et ils savent qui je suis. Echo 1 n'était pas l'indicatif de l'amiral. C'était la mission à Damas, celle où toute mon unité a été anéantie. Holloway serait dit. Le rapport officiel indiquait que l'unité d'Abby avait été touchée par un engin explosif improvisé. Seul Abby avait survécu. Ce n'était pas un engin explosif improvisé, n'est-ce pas? Demanda Holloway à voix basse. Non, répondit Abby, les larmes aux yeux. C'était une équipe de nettoyage. Nous avons trouvé un entrepôt rempli d'armes américaines vendues à des insurgés. Nous l'avons signalé par radio. 10 minutes plus tard, un drone nous a frappés. Pas l'entrepôt. Nous. Elle regarda la carte SD. Je parie que la preuve de qui a ordonné cette frappe se trouve sur cette carte. C'est ce que l'amiral a trouvé. C'est pour ça qu'ils veulent sa mort. Holloway regarda par la fenêtre. La silhouette de Washington, D.C. se profilait au loin, mais il se dirigeait vers un aérodrome militaire dans le Maryland. « Qui nous attend à la zone d'atterrissage? » demanda Abby. « Un transport médical, » répondit Holloway, « et une équipe des services de renseignement de la Défense. Ils ont insisté pour prendre l'amiral en charge pour un débriefing. » Abby sentit son sang se glacer. « Général, vous devez annuler l'atterrissage. »« Quoi? Les services de renseignement de la Défense? » dit Abby. « Qui a signé l'ordre de transfert? » Holloway vérifia sur sa tablette. Le directeur Kruger. Abby ferma les yeux. Kruger était l'agent de liaison de la CIA à Damas. C'est lui qui nous a donné les coordonnées de l'entrepôt. Si nous atterrissons là-bas, dit Abby en ouvrant les yeux, l'amiral n'arrivera jamais à l'hôpital, et nous non plus. Holloway la fixa du regard. Il regarda le vieil homme frêle sur la civière. Il regarda la carte SD dans la main d'Abby. Il n'hésita pas. Pilote. Aboya Holloway sur le canal de commandement. Annuler l'approche. Changer de cap. Général. La voix confuse du pilote lui répondit. Nous avons une autorisation prioritaire pour Andrews. L'équipe d'accueil est déjà sur le tarmac. J'ai dit annuler, cria Holloway. Nouvelle destination, base marine de Quantico. Passez-moi le prévôt militaire sur la ligne sécurisée. Dites-lui que nous arrivons en force et que nous exigeons un bouclage complet du périmètre. Personne ne s'approche de cet appareil sans mon autorisation directe. L'hélicoptère vira brusquement à gauche, à forward en arme, et à gauche, la force G soudaine les plaquant contre leur siège. En dessous d'eux, sur le tarmac de la base aérienne d'Andrews, un convoi de SUV noirs attendait. Debout près de la voiture de tête, un homme en trench coat regardait les hélicoptères s'éloigner. Il porta une radio à son oreille. « Ils ont compris, » dit l'homme. « Ils s'enfuient. Abattez-le, monsieur. » La voix à la radio hésita. « C'est un appareil ami. Nous ne pouvons pas. » Je répondis. « Abattez-le. Mettez ça sur le compte d'une défaillance mécanique. » Dans l'hélicoptère, le récepteur d'alerte radar se mit à hurler. Verrouillage, verrouillage, verrouillage du missile. Le pilote cria. Le système au sol reste en ligne. Abby attrapa les bords de la civière de l'amiral. L'hélicoptère plongea, tombant comme une pierre pour échapper au verrouillage radar. Des fusées éclairantes jaillirent des côtés. Des éclats de magnésium brillant distrayaient les systèmes de ciblage. Ils nous tirent dessus dans l'espace aérien américain. Le copilote hurla. « C'est de la folie. C'est un coup d'État, » grogna Holloway en dégainant son arme. « Abby, garde l'amiral en vie. Nous allons avoir un atterrissage difficile.
Le pilote volait de manière agressive, longeant la ligne d'arbres, utilisant le terrain pour se cacher du radar. Ils étaient à des kilomètres de Quantico. Ils n'y arriveraient pas. Pose-le, ordonna Holloway. Là, cette clairière. Le Black Hawk freina brusquement, les rotors fendant l'air alors qu'il s'écrasait sur un champ boueux près d'une autoroute. Le train d'atterrissage s'effondra dans un craquement écœurant. L'hélicoptère inclina ses rotors, heurtant la boue et se brisant, projetant des éclats. Le silence suivit. « Tout le monde dehors !» cria Holloway en ouvrant la porte coincée d'un coup de pied. « Périmètre de défense, en avant !» Abby détacha l'amiral. « Aidez-moi !» cria-t-elle au médecin de bord. Ensemble, ils traînèrent l'amiral inconscient hors de l'épave et dans les hautes herbes. Les deux mitrailleurs et le capitaine Briggs prirent une position autour du lieu de l'accident, armes à la main. Au loin, sur l'autoroute, le bruit des Selmans se rapprochait. Mais aux sirènes se mêlait le rugissement des moteurs, des SUV noirs traversant le champ à toute vitesse, rebondissant sur le terrain accidenté. Kruger venait de terminer le travail. Le champ boueux du Maryland se transforma en zone de combat. Abby s'accroupit derrière le fuselage tordu du Black Hawk accidenté, protégeant le corps de l'amiral Blackwood avec le sien. La pluie se mêlait à l'odeur du kérosène qui s'échappait de l'appareil. Les balles ricochaient sur le blindage de l'hélicoptère, tandis que le convoi de SUV noirs s'arrêtait à 200 mètres de là. Une douzaine d'hommes en tenue tactique avancèrent, se déplaçant avec la précision d'une équipe de nettoyage. « Ils ne veulent pas de témoins !» cria le général Holloway, en essuyant le sang d'une coupure sur son front. Il tira à l'aveuglette avec son arme de poing au-dessus de l'épave. « Abby, comment va-t-il? » « Son rythme cardiaque est en train de monter en flèche, » cria Abby en vérifiant le moniteur portable. « Nous avons besoin d'un hôpital, pas d'une fusillade. Donnez-moi la carte. » Abby tendit la carte micro SD trouvée dans la veste de l'amiral, preuve de la trahison. Briggs, Holloway rugit au capitaine des Marines. « Prenez cette carte. Courez vers l'autoroute. Faites signe à la police d'État. Apportez-la au Pentagone. Monsieur, je ne vous abandonnerai pas. C'est un ordre direct. Allez-y. » Briggs attrapa la carte, hésita une fraction de seconde, puis sprinta vers les arbres. Des tirs concentrés déchirèrent la boue autour de ses pieds, mais il plongea dans la brume et disparut. Réalisant que la preuve avait disparu, les assaillants devinrent désespérés. Les tirs s'intensifièrent. Le copilote gisait mort près du cockpit. Abby regarda son fusil. Elle n'avait pas tiré depuis la Syrie, mais l'infirmière discrète avait disparu. Le lieutenant-commandant ramassa le fusil et arma la culasse. « Surveillez le flanc », ordonna Holloway. Abby vit une silhouette ramper dans les hautes herbes. Elle n'hésita pas. Elle expira et appuya sur la détente. La silhouette s'effondra. « Un de moins », dit-elle d'une voix calme. Soudain, les tirs cessèrent. Le directeur Kruger sortit de derrière un SUV avec un mégaphone. « Général Holloway, livrez le fugitif Blackwood et nous désamorcerons la situation. »« C'est un héros et vous êtes un traître, » répliqua Holloway. « Vous avez 30 secondes avant que nous bombardions votre position, » menaça Kruger. Ils étaient en infériorité numérique et à court de munitions. Le regard d'Abby se posa sur une grande bouteille d'oxygène médical provenant de l'épave. Elle fuyait et sifflait doucement. « Général, murmura-t-elle, la bouteille est d'oxygène. C'est un engin explosif improvisé prêt à exploser. » Holloway regarda la bouteille, puis la ligne ennemie qui avançait. « Faites-la rouler. » Ils poussèrent la lourde bouteille argentée. Elle roula sur la pente boueuse et rebondit vers les hommes de Kruger. « Maintenant !» cria Abby. Elle leva son fusil, visant non pas les hommes, mais la valve en laiton de la bouteille. Elle tira. La balle sectionna la valve. L'oxygène sous pression s'enflamma instantanément. Une énorme boule de feu engloutit la ligne de front des attaquants, projetant de la boue et des débris dans les airs. Le choc renversa les mercenaires restants. Dans le silence assourdissant qui suivit, un lourd rugissement mécanique déchira l'air. Depuis l'autoroute, 3 véhicules blindés de transport de troupes percèrent la clôture périphérique peinte aux couleurs camouflage des Marines. Le capitaine Briggs avait réussi. Les forces émis. La voix de Briggs retentit dans la radio. « Cessez le feu ». Les Marines sortirent des véhicules blindés et se ruèrent sur les mercenaires stupéfaits. Le directeur Kruger, couvert de boue, lâcha son arme alors qu'une douzaine de fusils étaient pointés sur sa poitrine. Abby s'effondra contre l'épave de l'hélicoptère. Son fusil glissa de ses mains. Elle se tourna vers l'amiral. « C'est fini, monsieur, » murmura-t-elle.
Nous avons réussi. L'amiral Blackwood ouvrit les yeux et sourit faiblement. Écho 1, à la maison. Entourée par l'odeur de la cordite et de la terre humide, Abby Foster se permit enfin de respirer. La guerre qu'elle menait depuis 5 ans était enfin terminée. 6 mois plus tard, le soleil brillait sur la pelouse de la Maison-Blanche. Abby se tenait debout dans son uniforme blanc, les galons dorés d'un commandant sur les manches. À ses côtés se trouvait l'amiral Blackwood, en convalescence mais toujours vif, et le général Holloway. Le président prit la parole depuis le podium. Pour son courage au-delà de l'appel du devoir. Commandant Abigail Foster. Abby s'avança. Le président lui passa la croix de la marine autour du cou. Les applaudissements furent polis jusqu'à ce que l'amiral Blackwood se lève péniblement. Il se mit au garde-à-vous et la salua. La foule se leva pour l'acclamer. Plus tard, lors de la réception, Charles Harrington s'approcha d'elle avec 2 coupes de champagne. « Félicitations, commandant. Ou devrais-je dire docteur? Juste Abby. » Elle sourit. « Et je garde ma licence d'infirmière. Mais j'ai une contre-offre pour votre poste. »« Oh, je dirigerai votre centre pour vétérans, » dit Abby. « Mais je veux mettre en place un programme spécialement destiné aux gars qui passent entre les mailles du filet. » « Les fantômes, » Harrington sourit. « Vous êtes engagé? Quand commencez-vous? »« Lundi. »« Et les 10 ans de Sterling, » dit Abby, qui travaillait à la blanchisserie de la prison. Abby regarda de l'autre côté de la pelouse. Elle vit le docteur Rickman qui lui faisait signe. Elle toucha le métal sur sa gorge et la cicatrice sur son bras où se trouvait le tatouage en forme de trident. Elle ne se cachait plus. Abby Foster était enfin chez elle. Cette histoire nous rappelle que le véritable héroïsme n'est pas une question de titre, d'argent ou de pouvoir. Il s'agit d'intégrité. Le docteur Sterling avait un costume chic et un fauteuil de directeur, mais il était moralement corrompu. Abigail Foster n'avait rien d'autre qu'une blouse et le sens du devoir. Pourtant, elle imposait le respect des généraux et sauvait des vies quand cela comptait le plus. Cela montre que parfois, les personnes les plus discrètes dans une pièce sont celles qui portent les fardeaux les plus lourds et qui ont la plus grande force. Nous ne devrions jamais juger un livre à sa couverture ou un patient à ses vêtements. Si vous avez aimé cette histoire de justice, de rédemption et de drame militaire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Tout le monde aime les bonnes histoires où les méchants reçoivent ce qu'ils méritent. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer notre prochaine histoire. Merci d'avoir regardé.